Y a-t-il trop d'humains sur Terre? Au bout d'un moment, il faut vraiment reposer cette question. Je sais qu'elle est devenue de plus en plus taboue, et pourtant on voit s'insinuer spontanément dans tout un tas de domaines qui convergent pourtant cette idée, ou bien qu'il faudrait qu'il y ait dans le monde une élite éclairée, une véritable jet set, c'est-à-dire qu'elle voyagerait en jet pendant que les paysans, eux, mangeraient des insectes et ne pourraient pas prendre l'avion, fondamentalement, ou bien une réduction totale de la population mondiale, avec tout un tas de courants de pensée qui les ont envisagés. D'abord, bien sûr, le malthusianisme, mais qui n'était même pas le premier à l'envisager réellement. Simplement, c'est lui qui a le plus influencé les très grandes familles de l'âge doré de l'économie américaine à la fin du 19e siècle, donc depuis la fin de la guerre de sécession jusqu'au début du 20e siècle. Et là, les grandes familles américaines, les Carnegie, les Mellon, les Rockefeller, les Vanderbilt et les Morgan étaient en effet convaincus de ce qu'il y avait trop d'humains sur Terre et qu'il faudrait lancer des campagnes d'eugénisme, des campagnes de stérilisation massive. Certaines ont connu un très grand succès, si on peut appeler cela comme ça. Vous avez des pages entières qui ont été écrites sur ce domaine, notamment aux États-Unis, où les campagnes de stérilisation massive ont ciblé aussi les peuples premiers qui étaient considérés à l'époque comme inférieurs. Donc l'idée qu'il faille réduire la population mondiale, elle s'est aussi immiscée dans le XXe siècle. D'ailleurs, toute l'idéologie nazie était fixée sur deux grands objectifs. D'abord, bien sûr, le concept de la lutte des races. Aussi bien le marxisme, c'est la lutte des classes, et bien le nazisme, c'est la lutte des races. Et dans la lutte des races, eh bien, il y avait l'idée que la race des seigneurs devait se tailler la part du lion dans l'Europe moyenne, la Mitteleuropa, le Lebensraum. Et puis, au-delà de ça, il fallait faire preuve d'une hygiène génétique, d'une hygiène raciale, donc élaguer de la population du Reich les gènes qui n'avaient rien à y faire, ce qui nécessitait de l'eugénisme, de l'extermination et bien entendu une idéologie complète qui devait déterminer ce qui a sa place dans le génome et ce qui n'y a pas sa place. On sait aujourd'hui, quand on veut vraiment prêter attention aux dernières découvertes, notamment sur le phénomène en génétique de la pléiotropie antagoniste, qui fait qu'un gène régule tout un tas de voies de chaînes de biosynthèse et qu'on ne peut pas juste améliorer quelque chose sans avoir une épée à double tranchant, sans avoir perdu quelque chose par ailleurs. D'ailleurs, c'est un phénomène qui est connu au-delà de ça dans le monde de l'informatique. Vous avez le no free lunch théorème dans l'optimisation qui déclare que si un processus est plus efficace qu'une recherche aléatoire sur une classe de problèmes, eh bien alors il est moins bon sur une autre classe. Donc par exemple, une recherche aléatoire, c'est quand même pas la folie non plus pour résoudre un problème. Pensez à une grille de Sudoku, vous voulez résoudre une grille de Sudoku ou bien jouer au Scrabble. Si vous faites une recherche aléatoire, vous n'allez pas vraiment battre un joueur chevronné. Mais bon, si vous êtes plus efficace qu'une recherche aléatoire sur une grille de Sudoku ou sur un Scrabble, vous allez être moins efficace, mathématiquement, c'est un théorème, sur d'autres classes de problèmes. Et cette notion du no free lunch, vous la retrouvez en biologie, où en réalité, avoir un génome absolument optimal qui fonctionnerait dans toutes les conditions, c'est une fantaisie en fait. Et c'est bien pour ça que Homo sapiens sapiens a dominé par rapport à Homo sapiens néanderthalensis, bien d'ailleurs qu'on lui ait pris des gènes. Toute personne rousse a des gènes de Néandertal, mais pas seulement. Mais si vous avez des cheveux roux, c'est absolument certain. Vous avez des pharaons qui ont eu des cheveux roux. Donc le génome de Néandertal s'est propagé, mais Néandertal était adapté à des conditions de l'ère glaciaire avec un nez très large pour réchauffer l'air et puis une masse osseuse de malade. Mais Homo sapiens sapiens était beaucoup moins adapté aux conditions de l'ère glaciaire, mais pouvait survivre dans à peu près toutes les conditions, tous les écosystèmes. Et c'est pour ça que c'est lui qui a dominé sur Terre. Donc déjà, cette question de ce qu'il faille enlever des impuretés raciales, des impuretés génétiques d'une population, c'est quelque chose que la véritable science réfute avec la toute dernière énergie. Mais bon, la lutte des races, ça a donné ça. Donc, supposez, que vous soyez néo-nazi, tout simplement, et que vous vouliez, faire place nette. Il faut dégager, 7 milliards d'individus. Aujourd'hui, on est à 8 milliards. Disons qu'il faille en dégager 7 milliards. On va partir de cette réflexion-là. Pourquoi 7 milliards ? Je suis encore généreux puisque la population mondiale était d'autour de 1,6 milliard au tournant du XXe siècle, donc en 1901, 1,6 milliard. On a eu 2 guerres mondiales, entre-temps la grippe espagnole et puis entre-temps les grands génocides aussi bien du maoïsme que de l'URSS. Et dans tous les cas, ça a fait aussi donc des dizaines de millions de morts supplémentaires. Mais la population mondiale est passée
entre 1901 et maintenant, de 1,6 milliard à 8 milliards aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a à peu près par jour 380 000 naissances dans le monde, on va arrondir à 400 000, et à peu près 180 000 décès, donc on va arrondir à 200 000, et ça va nous donner du 200 000 naissances nettes, 200 000 personnes nettes de plus sur Terre tous les jours. Donc, dans ce contexte-là, oui, la population va continuer à augmenter. Alors, sommes-nous trop nombreux sur Terre? En termes de masse, de biomasse humaine, si vous préférez, non, puisque si on mettait toute la population humaine dans le Grand Canyon, ça n'en remplirait même pas la moitié. Puis le Grand Canyon n'est pas exactement cylindrique, hein, c'est en V, donc bon, je vous parle de la moitié en hauteur, mais même pas la moitié en volume, fondamentalement. Cependant, vous allez me dire, oui, mais c'est l'empreinte, le problème, c'est combien de ressources, combien de matières premières ont été utilisées pour fabriquer les éléments qui sont requis par notre pyramide de Maslow. Donc les vêtements, les maisons, la nourriture, puis l'épanouissement intellectuel comme les voyages, etc. Et là oui, en effet, notre empreinte est mauvaise. On pourrait l'inverser, c'est le principe de l'économie polienne que de dire chacun pourrait avoir une empreinte négative. On pourrait porter des vêtements en chanvre qui fixent le carbone, on pourrait faire des maisons aussi en béton de chanvre qui fixeraient le carbone, si tant est que ce fût seulement le dioxyde de carbone qui soit responsable de l'ératisme climatique. Mais bon, ça encore, c'est aussi un débat, d'autant que le dioxyde de carbone d'origine humaine n'est absolument pas majoritaire, au contraire, il est inférieur à 5%. Mais bon, passons, inverser notre empreinte. Oui, c'est possible. Étrangement, les gouvernements n'investissent pas là-dedans. Je ne sais pas si c'est de la bêtise ou si c'est une délibération. Mais en tout cas, donc, des gens considèrent qu'il faudrait revenir au minimum, soit à la population mondiale de 1900. Donc, ça nécessiterait de tuer ou de faire disparaître 7 milliards de personnes, un peu moins, allez, si d'ici, parce que d'ici à ce qu'on y arrive, 7 milliards de personnes, parce qu'on sera d'ici là à 8 milliards à 500 millions sans aucun problème. Vous avez les pierres de guidance de Géorgie qui ont été détruites, d'ailleurs tout récemment, hein, pour effacer des mémoires, le fait que des gens avaient payé pour ériger un monument qui disait, en cas de catastrophe, en cas d'effondrement, garder la population mondiale sous les 500 millions. Sous les 500 millions, hein. Quasiment un tiers de la population chinoise. Maintenant, c'est la population indienne qui est passée devant la population chinoise. La population indienne, c'est 1,4 milliard. Ça veut dire le monde entier, gardez-le, sous presque un tiers de l'Inde. On a des gens qui ont réfléchi à ça, qui ont envisagé cette possibilité. Alors soit ils se disent, bon, il y a eu une guerre nucléaire, c'est pas de notre faute, mais la prochaine fois, pour éviter une nouvelle guerre, faites en sorte que le monde entier ait moins de population, ou quasiment moins de population qu'un tiers de l'Inde. Ou bien, vous avez des gens qui se sont dit, bon, allez, il va falloir prendre le taureau par les cornes, hein, il faut que des gens meurent, donc pour ça, il faut une épidémie. Alors vous avez certaines personnes qui avaient ce franc-parler, autant certains étaient beaucoup plus politiquement corrects. Je pense à David Attenborough ou à Jane Goodall qui disaient ça de façon gentille. Ah, ça serait bien qu'on revienne autour de 1 milliard 500 millions de personnes. Ça serait bien. Comment ça arrivera? Ah, je sais pas, je préfère pas vous le dire, mais je le sais pas. Fondamentalement, je le sais pas. Mais bon, quand on regarde le problème en face, ça signifie tuer des gens, hein, tôt ou tard. Ou castrer des gens, on va y revenir. Mais vous avez le prince Philippe, donc l'époux de la reine Elisabeth II, qui avait dit cash, ah oui, si je me réincarnais, j'aimerais me réincarner en un virus mortel qui tuerait des milliards de personnes parce que nous sommes trop d'humains sur Terre. Donc vous avez une certaine élite, une certaine jet set qui pense tout à fait ça, qui considère que oui, il va falloir créer, ou que ça serait bien qu'émergent des virus mortels qui puissent éliminer des milliards de personnes. Donc on parle d'un génocide, c'est-à-dire que vraiment, là, on pourrait s'amuser, comme avec la Rand Corporation. Vous savez, la Rand Corporation avait créé le concept de méga-mort, qui avait une certaine logique, parce que l'idée, c'était que en cas de guerre nucléaire, un général ne pourrait pas, humainement, sa psychologie ne pourrait pas supporter d'avoir à gérer des millions de morts. Avec quelques manipulations, quelques actions, immédiatement, ça fait des méga-morts. Et donc, vous avez ça d'ailleurs dans Dr Folamour, vous avez le général Buck Turgidson qui représente un peu le général va-t-en-guerre idiot américain, et il a un mémorandum sur son bureau dans la salle de guerre qui est Target Cities in Megadeth, donc les villes cibles en méga-morts, donc les villes qui feraient le plus de méga-morts. Et ce terme, encore une fois, avait une certaine logique psychologique en tout cas, pour essayer d'apaiser des décisions qui dépassent la responsabilité d'un général, d'autant plus un général qui croit en Dieu, puisque les généraux américains étaient souvent sélectionnés sur ce principe de croire en Dieu, surtout durant la chasse aux sorcières avec le McCarthyisme où les communistes étaient les godless communistes, c'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, le méga-mort, on pourrait le remplacer par un génocide.
Donc le génocide arménien, plusieurs millions de morts, les camps de concentration et les exterminations en Europe centrale, avec, si vous mélangez pas seulement la Shoah avec les camps, mais vous mélangez aussi les Einsatzgruppen, les massacres de prisonniers, enfin vous faites la totale, et là vous arrondissez plutôt à, si je ne me gourre pas, les soviétiques ont eu 27 millions de morts et la moitié étaient des civils, donc ça vous donne quasiment du 15 millions, on va dire enfin 14 millions du coup, 13,5. Vous rajoutez les 6 millions de la Shoah, vous arrondissez ça à 20, et donc vous avez le génocide de la Deuxième Guerre mondiale, donc je ne parle même pas des morts des soldats, je parle vraiment des morts civiles par extermination plus ou moins systématique, et vous partez sur une base de 20 millions. Et ben là il vous faut un kilo génocide quand même. Enfin non, c'est pas un kilo génocide, du coup ça ferait 20 milliards, alors ça va, c'est pas un kilo génocide heureusement, mais je sais pas, un déca génocide ça fait 200 millions, un hectogénocide ça fait 2 milliards, et donc il vous faut 3 hectogénocides, ça fait 6 milliards. Vous voyez, c'est complètement abject et abominable de devoir réfléchir à ça, mais quand vous êtes le prince Philippe et que vous vous dites j'aimerais, ou que vous êtes n'importe quelle autre élite qui dit j'aimerais que la population mondiale soit quelque part entre 500 millions et 1 milliard 500 millions, bah, à un moment donné, il va falloir donc envisager de faire non pas un décagénocide, 200 millions de morts, non pas un hectogénocide, 2 milliards de morts, mais 6 hectogénocides, enfin 3 hectogénocides. Et encore, non, si vous partez sur une base de 8 milliards, plus que 3 hectogénocides. Donc ça vous place fondamentalement au-dessus d'Hitler, de Mao et de Staline, de très loin, et de Pol Pot. Pol Pot est un rigolo à côté. Et c'est difficile d'imaginer que vous ayez des gens qui soient considérés comme faisant partie du camp du bien, qui en fait envisagent de faire, de ridiculiser Hitler en termes de nombre de morts, quoi. De ridiculiser Hitler, Staline et Mao. Vraiment, ce seraient des petits joueurs à côté. Rappelez-vous, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, on l'appelait la Der des Der, la Grande Guerre, parce que personne n'imaginait qu'à peine 20 ans plus tard, après le traité de Versailles, on ait la deuxième qui fasse pâlir la première. Les horreurs de la première, les millions de morts de la première, bon, je crois autour de 15 à 17. Bon, ça dépend de ce que vous comptez, si vous ajoutez le contexte aussi des Dardanelles, etc. Mais c'était rien à côté des massacres de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, cette guerre vitale, cette guerre malthusienne, mais elle ridiculiserait la Première Guerre mondiale. Et les personnes qui voudraient la réaliser ridiculiseraient Hitler. Il faut être absolument clair avec ça. Hein. Même si ce sont des personnes qui peuvent pavaner dans les salons, qui peuvent donner des conférences plénières, s'exprimer sur tel ou tel sujet. Enfin, les gens qui ont fait ériger les Georgia Guidestones envisageaient les yeux dans les yeux un génocide infiniment supérieur à celui de la Deuxième Guerre mondiale. Et pareil, donc, quand vous avez une Jane Goodall ou un prince Philippe qui vous dit « Ah bah bon, là, il faudrait revenir à 1 milliard 500 millions, ce serait pas mal ». Et ça a été dit par beaucoup de gens. Hein. Vous avez Denis Meadows au Club de Rome qui voulait proposer une réduction de 87% de la population mondiale. Vous aviez Ted Turner, le milliardaire, qui avait dit « On s'en fout des droits humains ». C'est marrant parce que c'est des éléments de langage qui ont été repris ensuite par Schwarzenegger, qui avait dit « Fuck your freedom ». On s'en fout des droits humains, il faut réduire la population mondiale. Donc, vous avez des gens qui pensent vraiment comme ça. Hein. C'est pas simplement des anonymes derrière les Georgia Guidestones, c'est pas simplement peut-être des biologistes un peu privilégiés comme Attenborough ou Jane Goodall. C'est pas fondamentalement un prince qui d'ailleurs lui a eu plein d'enfants et de petits-enfants et qui considère qu'on est trop sur Terre, mais en tout cas dont l'épouse et les petits-enfants en âge de procréer ont eu plus de 2 enfants par femme, eh bien, qui vous sort qui voudrait être un virus et tout détruire comme ça. Non, ce sont des milliardaires et puis des essayistes ou des influenceurs comme Denis Meadows. Donc, c'est assez flippant en soi. Et en 1994, au sommet mondial sur la population au Caire, on avait déjà eu ce constat. La population mondiale est trop grande, il va falloir la réduire par tous les moyens possibles. Il faut qu'on arrive à un moment où le nombre de naissances par jour face au nombre de morts soit négatif. Aujourd'hui, donc, c'est des naissances nettes de 200 000. Je vous ai dit, on arrondit à 400 000 naissances par jour et 200 000 morts par jour. Eh bien, il faudrait au minimum l'inverse, c'est-à-dire 400 000 morts par jour et 200 000 naissances. Et même sous cette hypothèse-là, vous reviendriez aux objectifs de dépopulation
que sous 112 ans à peu près. On va dire 100 ans. Allez, il faudra attendre un siècle à partir d'aujourd'hui. Si aujourd'hui on arrivait à faire en sorte qu'il y ait 400 000 morts tous les jours dans le monde et seulement 200 000 naissances, il faudrait attendre 2123 pour avoir une population du niveau que l'on demande maintenant. Donc c'est limite décevant quoi, pour ces gens qui voudraient pratiquer un génocide, mais que ce soit discret. Alors, très souvent, je me suis demandé ce que ça aurait pu donner si j'avais travaillé pour ces gens. Parce que, croyez-moi, il y a beaucoup d'argent à gagner, à travailler pour ces gens. Vous pouvez devenir un très grand auteur, vous pouvez être reconnu mondialement, vous allez être protégé par les médias, quelle que soit vos turpitudes par ailleurs. Et si vous travaillez pour des gens qui envisagent de réduire la population mondiale, il y a des places à prendre. Enfin, c'est quelque chose de remarquablement lucratif. Peut-être que j'aurais dû faire ça. Ayant été consultant international plus de 10 ans, avec des clients particulièrement prestigieux, j'aurais peut-être pu faire ce genre de boulot. Et étant biologiste de formation, je pense que j'aurais eu les compétences pour le faire. Étant communicant aussi, par la force des choses, j'aurais sans doute trouvé des façons d'exécuter un tel plan. Alors, avant d'essayer de vous rendre mon rapport, parce que moi aujourd'hui je travaille pour vous, mon audience, mais imaginez que vous, mon audience, vous n'êtes pas vous, vous êtes un petit groupe d'intérêt qui veut réduire la population mondiale, et j'insiste, vous voyez bien que ça existe, aussi bien la famille Rockefeller l'a envisagé avec une très grande décontraction, que les gens qui ont fait ériger et détruire, peut-être sont-ce les mêmes, les Georgia Guidestones, qui disaient donc qu'il faut avoir une population mondiale de 500 millions, ou en tout cas le prince Philippe et tout un tas d'autres personnes qui vous disent « bon, on est trop sur Terre ». D'ailleurs, aujourd'hui, l'Égypte veut limiter les naissances, donc la politique chinoise de limitation des naissances a été envisagée pour cela. Eh bien, si je travaillais pour vous et que vous n'étiez pas mon audience, mais que vous étiez ce groupe d'intérêt qui voudrait réduire la population mondiale, je pourrais vous faire un rapport. Et ça va être le sujet de cette vidéo. Je vais vous faire un rapport sur les leviers et les méthodes qui pourraient permettre de réduire la population mondiale. Comment faire en sorte, fondamentalement, qu'au début du 22e siècle, on ait la même population qu'au début du 20e, donc quelque part autour d'1,5 milliard. Et avant de poser cette question, je veux vraiment vous dire que elle a ces deux aspects, c'est-à-dire l'aspect matérialiste, qui est de dire voilà, il y a trop de corps sur Terre, et ces corps ont une empreinte, et cette empreinte, soit vous êtes naïf, vous vous dites il est impossible de l'inverser, mais on le fait pour sauver la planète, soit vous êtes une ordure et vous dites non, c'est fondamentalement politique. Le but, c'est qu'il y ait une classe de paysans comme dans le meilleur des mondes, et que vous ayez des paysans décérébrés qui soient génétiquement inférieurs et qui mangent des insectes et qui puissent pas se déplacer. Et puis nous, la grande jet set, on va jouir des beautés du monde. Après tout, aussi bien même les beautés historiques comme Venise, qui va devenir payante d'ailleurs bientôt, que les beautés naturelles comme Maui à Hawaï ou comme les chutes d'Iguassou, que sais-je, c'est à nous, la classe des seigneurs et la race des seigneurs, d'en jouir. Et les paysans, les pécores, on va les abrutir de jeux vidéo et de drogue. Et puis, on va les éteindre gentiment sans qu'ils s'en rendent compte. On va les amener dans un abattoir, mais parce que c'est un agenda politique. C'est pas on pourrait tous vivre ensemble, comme avait dit Gandhi, il y a assez de ressources sur Terre pour satisfaire tout le monde, mais pas l'avidité de tout le monde. Donc c'est pas ça. C'est non. Vous avez des gens qui sont conscients du fait qu'on peut inverser notre empreinte, qui sont conscients du fait qu'il existe une économie polienne qui peut consommer les déchets et faire en sorte que la pyramide de Maslow de chaque individu consomme des déchets plutôt que d'en fabriquer, mais qui considèrent, non, c'est quand même ballot de rater une opportunité d'obtenir une société de contrôle mondiale dans laquelle on aurait une classe de paysans et une classe de seigneurs. C'est quand même dommage. Donc autant profiter d'éventuelles crises écologiques pour pouvoir imposer ce modèle politique de préférence. Et j'insiste, vous avez, que ce soit Meadows, que ce soit Ted Turner, que ce soit Jane Goodall, que ce soit le prince Philippe, et que ce soit bien avant la famille Rockefeller, dans les financements qu'elle a pu apporter à l'eugénisme au tournant du XXe siècle, qui sont tout à fait au clair avec ça, et qui considèrent que oui, il va falloir buter des gens. Bon, alors, vous avez l'aspect matérialiste, mais vous avez l'aspect spirituel aussi. Et je vous avoue que celui-là, je vous le rapporte loyalement, parce que vous avez des maîtres spirituels qui se sont positionnés là-dessus. Vous avez notamment Sadhguru qui a dit « Je veux moins d'âmes sur Terre ». Il l'a dit au World Economic Forum « Je veux moins d'âmes sur Terre ». Et il dit dans Death, an Inside Story, donc, qui est par ailleurs un très bon livre que je vous recommande, il déclare vraiment, si les femmes faisaient la grève du ventre, beaucoup d'âmes pourraient quitter l'errance et la souffrance de ce monde,
puisque dans la spiritualité de Sadhguru, mais qui est partagée par les bouddhistes, qui est partagée par beaucoup d'hindouistes, qui est partagée par les soufis, vous pouvez être une âme errante un certain nombre d'années, même si votre conscience ne le comptera pas comme ça, mais dans la vie après la mort, l'au-delà, en réalité, il y a cette idée que les âmes errent, et qu'elles peuvent être attachées au monde, et qu'elles peuvent se réincarner par la force des choses. Par la force des choses, c'est-à-dire, pour Sadhguru par exemple, c'est la vie qui attire l'âme après la mort à se réincarner, alors qu'elle serait bien mieux à ne pas se réincarner. Et donc, vous avez un passage du livre de Sadhguru qui est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect par ailleurs, hein, et dont je fais la promotion vraiment de son initiative Safe Soil, c'est une excellente initiative. Mais vous avez donc des leaders spirituels qui présentent les choses comme ça, qui disent, ça peut être présenté pour des questions écologiques, et parfois Sadhguru le présente comme ça, mais fondamentalement, ils vous disent, ce monde est une souffrance, et il y a trop de gens qui souffrent, donc il faut moins de gens sur Terre. Et j'insiste, hein, c'est à une échelle spirituelle. Mais bon, il faudrait dire au moins Sadhguru, il est complètement franc, il le dit frontalement, il l'affirme, et il vous dit, c'est un peu comme le déluge, si vous voulez. C'est voilà, le déluge. Alors le déluge, c'est parce qu'il y avait trop d'injustes. Donc Dieu a fait cet événement avec des corrélats historiques, hein, comme la formation de la mer Noire. Il est très possible que la mer Noire se soit formée par un tremblement de terre qui ait ouvert les Dardanelles, ouvert le Bosphore, et que la mer Noire était un lac beaucoup plus bas du coup, et qu'ensuite l'eau de la Méditerranée soit rentrée et créé un déluge, d'autant que cette zone-là est historiquement un des berceaux des proto-civilisations, que ce soit les proto-indo-européens au nord de la mer Noire, donc la steppe pontique, ou le mont Ararat. D'ailleurs, c'est au pied du mont Ararat que Noé plante une vigne après la fin du déluge, et c'est bien au pied du mont Ararat que les premiers raisins ont été trouvés génétiquement, hein, c'est assez troublant. Mais donc voilà, vous avez cette autre approche, qui est l'approche purement spirituelle. Je ne suis pas là pour la critiquer. Je suis même là pour vous dire que je n'ai pas le niveau d'initiation spirituelle de Sadhguru, je ne l'ai pas. Et je considère absolument pas que c'est un gourou imposteur. Je sais que beaucoup de gens m'ont dit « Ah, il bosse avec le World Economic Forum, etc. » En tant que derviche, c'est-à-dire affilié à des confréries soufis, je peux vous dire qu'il y a vraiment un aspect, les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est-à-dire que vous regardez par exemple la Naqshbandiya, donc Bahauddin Naqshband, grand maître soufi, c'est-à-dire le dessinateur, doivent accomplir un grand dessin qui en général dépasse complètement les empires auxquels ils ont survécu. Les confréries soufis en l'occurrence ont survécu à des empires, aux empires mongols, aux empires espagnols, aux empires coloniaux français et britanniques, aux empires moghols, pas seulement mongols, mais moghols ensuite avec les Indiens, et vont survivre à l'empire américain, sans problème. Donc, et à l'URSS, les confréries soufis ont survécu à l'URSS aussi. Donc ce sont des confréries qui survivent et qui passent à travers. Donc, elles peuvent travailler, elles peuvent rencontrer Tamerlan, et Tamerlan a rencontré des maîtres soufis, et des maîtres soufis l'ont rencontré. Elles peuvent rencontrer des grandes familles qui agissent dans l'ombre pour contrôler des empires, et leur donner telle ou telle action à suivre, ou influencer leurs actes pour qu'elles aillent dans telle direction, sans que ces personnes en particulier sachent qu'elles ont été utilisées. Je ne peux pas vous dire les choses autrement. Et avoir un Sadhguru au World Economic Forum, je peux absolument pas vous dire qui sert qui, mais je peux vous dire que dans l'expérience que j'ai de l'histoire des grandes confréries soufis, c'est jamais l'empereur qui se fait servir par la confrérie, jamais. Et c'est très souvent son action qui participe à un grand dessein qui le dépasse lui-même complètement. Mais je voulais faire cette parenthèse spirituelle de façon très importante, parce que je la considère peut-être comme la seule légitime. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas quelle est la souffrance dans l'au-delà. Vous avez chez les musulmans la question du supplice de la tombe, où il a été dit, dans plusieurs traditions, que si un atome de la souffrance de l'autre monde pénétrait ce monde-ci, il le rayerait de la carte. Et Sadhguru le présente comme ça, il dit que quand on décède, quand on passe dans l'au-delà, notre esprit perd toute capacité de discernement, de discrimination. Et donc, si on est concentré sur une pensée négative, on va être concentré dessus dans tout l'au-delà, mais multiplié par 1 million, 10 millions. Et c'est ce qu'on appelle l'enfer. Passer dans l'au-delà avec des regrets, avec des pensées négatives qui se... Alors, on peut en avoir un tout petit aperçu dans ce qu'on appelle un bad trip sur Terre. Quand on prend des psychédéliques, on n'a plus de pensées discriminantes. Et ça fait, si jamais on est dans un mauvais état, une situation très profondément douloureuse. Mais l'au-delà serait encore pire si jamais on se concentre sur des émotions négatives. Ou du coup, il serait positif si on se concentrait sur des émotions positives. Mais si on considère ce que dit Sadhguru de ce point de vue-là, c'est que il y a des âmes en souffrance sur Terre et qu'il serait temps de les laisser partir dans l'au-delà parce qu'elles sont collées à la Terre.
C'est vraiment ce que Sadhguru vous dit, et il a ce passage dans Death and Inside Story, qui est vraiment un livre que je vous recommande, qui est un livre limpide, simple, extrêmement bien écrit pour le niveau de limpidité qu'il représente. Mais où il vous dit, voilà, les femmes devraient faire la grève du ventre pour permettre à toutes ces âmes qui errent sur Terre de ne pas être tentées par une réincarnation. C'est fondamentalement ce qu'il vous écrit. Et ce que je veux dire, avant de vous présenter mon rapport, si j'étais consultant pour les gens qui veulent réduire la population mondiale, c'est que ça, c'est un objectif qui n'a rien à voir avec, d'une part, faire une société de seigneurs. Hein, donc vous avez un certain nombre d'élites qui pensent comme ça. C'est un objectif qui n'a rien à voir avec simplement se dire, bon, vraiment, la population mondiale ne peut pas être conciliée avec une économie où les besoins de chacun consommeraient les déchets du passé et où on aurait une économie à déchets négatifs. Non, vous enlevez tout ça, vous avez cette troisième option qui est, on dépeuple parce qu'il y a trop d'âmes qui souffrent. Vous imaginez le niveau de responsabilité d'une telle chose. Et chez les soufis, il y a la notion de pôle magnétique de l'époque, qui est un humain ou une humaine, un humain, quel que soit le sexe, qui a atteint un niveau de réalisation suprême et dont la disparition ferait s'effondrer la totalité de la Terre. C'est une croyance qui est partagée par toutes les confréries soufis, qu'il existe une telle personne et que cette personne est cachée et que vraiment, en un claquement de doigts, elle peut mettre fin à un empire ou si elle devait disparaître, la Terre s'effondrerait. C'est ce genre de croyance qui existe dans les confréries soufis. Donc, je voulais terminer sur ce point-là avant d'aller sur mon rapport, entre guillemets, parce que c'est un objectif, celui-là, qui me dépasse complètement. Je ne vais pas vous dire que je m'y oppose, que j'ai absolument pas le niveau d'initiation pour m'y opposer. Je vous parle juste en tant que simple derviche, qui n'est pas du tout ce niveau d'initiation. Mais c'est un objectif qui a l'air d'aller dans la même direction que le prince Philippe, etc. Et qui, en réalité, dépasse complètement ces considérations-là, purement égoïstes, jet-set, etc. Et je voulais que vous sachiez que cet objectif existe et qui me dépasse complètement. Alors maintenant, comment on ferait si on voulait réduire la population mondiale? Parce que autant les génocides dont on a parlé pour l'instant, Hitler, Staline, Mao, ça s'est fait par la force sur des populations captives. Mais qui le savaient. C'est-à-dire que voilà, les fusillades et le goulag, c'était pas quelque chose de totalement secret. Alors il y a eu du négationnisme, il y en a qui ont dit il n'y a pas eu de génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de génocide, il n'y a pas eu de massacre de masse dans l'URSS, il n'y a pas eu de massacre de masse dans la Chine de Mao, il n'y a pas eu de massacre de masse au Cambodge, certains vous disent toujours ça d'ailleurs. Mais là, pour atteindre ces quantités de morts, il faudrait vraiment un déni plausible. Il faudrait, si moi j'étais embauché comme consultant, la première chose que je dirais, c'est attendez, les objectifs que vous demandez, ils sont tellement gigantesques qu'en un sens, il va falloir que ça ne se voit pas. Vous ne pouvez pas faire des camps de concentration pour exterminer 7 milliards de personnes. C'est pas possible. Là, on parle de 1000 Shoah, là. Plus de 1000 Shoah, du coup. Parce que c'est 7 milliards, c'est même pas 6 milliards. Donc là, vous ne pouvez pas avoir des usines de la mort à ciel ouvert. Il faut organiser avec une logistique. Il faut trouver d'autres moyens. Alors, quels moyens vous pourriez avoir? Déjà, il va falloir réduire la fertilité mondiale. Alors, ça tombe bien, c'est ce qui se passe. Depuis les années 70, la quantité de spermatozoïdes en millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme a été divisée par 2. Donc c'est déjà le cas. Pour le coup, depuis les années 70, cette quantité a été divisée par 2. Alors, plein de facteurs peuvent être en cause. Bien sûr, la malbouffe, la sédentarité aussi, pourquoi pas, le stress, pourquoi pas, le cortisol, mais aussi la hausse spectaculaire des perturbateurs endocriniens dans les eaux de consommation courante. Et oui, parce qu'on peut vous recommander la consommation d'eau du robinet, mais elle ne mesure que très mal, voire pas du tout parfois, les taux de perturbateurs endocriniens. Sur le plan bactériologique, elle est impeccable, mais sur le plan des perturbateurs endocriniens, beaucoup moins. Alors ça inclut les traces de pilules, donc les traces de contraceptifs d'une façon générale, de contraceptifs chimiques, mais ça inclut aussi, bien entendu, les traces d'autres molécules. Vous pouvez penser notamment au bisphénol A. Le bisphénol A est corrélé, associé à des chutes de fertilité chez la femme. À l'intérieur des canettes de soda, par exemple, vous avez du bisphénol A. Ça veut dire que quand je bois mon soda, je prends aussi du bisphénol A? Oui. Alors le problème du bisphénol A, c'est que au départ, c'est une molécule qui avait été conçue pour être une hormone féminine, pour être une pilule contraceptive. Voyez? Donc ça féminise. Et ce bisphénol va féminiser les garçons. Pourquoi on laisse faire ça? Alors pourquoi on laisse faire ça? Parce pourquoi que est-ce qu'il n'y a pas des lois? Si c'est aussi clair que vous me le dites, et je vous crois, oui. Mais pourquoi les autorités laissent faire ça? Il faut une mobilisation, il faut une connaissance, il faut une information. C'est le but du livre. Or, le bisphénol A, vous en retrouvez partout. Une canette en a.
Oui, les canettes possèdent des résines pour empêcher que le soda attaque l'aluminium. Dans ces résines, vous avez du bisphénol A. Et donc, quand vous buvez n'importe quelle boisson en canette, vous avez même un Perrier, enfin, je veux dire, même de l'eau, même un Minute Maid, vous buvez n'importe quelle boisson en canette, vous avez du bisphénol A dedans. Et encore une fois, le bisphénol A est associé à des baisses de fertilité chez la femme. Donc voilà, déjà, un des trucs que je recommanderais à mes clients, ce serait d'augmenter la quantité de perturbateurs endocriniens dans les fluides de consommation courante. Donc les eaux, même les eaux minérales dans des bouteilles, mais les eaux du robinet, clairement, parce que elles peuvent être vantées comme bactériologiquement pures, ce qu'elles sont. La quantité de perturbateurs endocriniens est peu ou pas mesurée, et quand vous vous amusez à la mesurer de façon indépendante, pas à la station mais au robinet, et que vous le faites de façon distribuée, là vous avez souvent des surprises. Les traces de pilules dans les eaux, etc. Puis vous le voyez sur les écosystèmes, vous voyez des poissons et des batraciens qui changent de sexe à cause de la pollution des eaux, notamment par les perturbateurs endocriniens d'origine contraceptive. Donc déjà, d'une part, je recommanderais ça. Je dirais, écoutez, ça peut être un moyen de réduire la fécondité pour qu'on ait pas plus d'un enfant par femme. Et avec un enfant par femme, vous allez atteindre une réduction de la population mondiale. Mais bon, mes clients, ça serait pas suffisant pour eux. Il faudrait aller plus vite. Il faudrait... qu'il y ait des morts aussi, fondamentalement. Pas seulement des chutes de naissance, il faudrait qu'il y ait des morts. Mais revenons aux chutes de naissance. Ce qui serait bien, c'est de stériliser les gens. Parce que c'est cool de réduire la quantité de spermatozoïdes par millilitre de sperme, mais si vous avez un couple qui est déterminé avec les moyens actuels, vous faites une fécondation in vitro, et même avec un sperme count très bas, les spermatozoïdes étant présentés à l'ovule dans l'éprouvette, c'est bon, quoi. Donc ce qui serait bien, ce serait que les gens se stérilisent. Fondamentalement. Alors là, les choses que je recommanderais, ça serait d'une part l'anxiété, qu'on se stérilise par anxiété. Ça, c'est un levier qui est puissant. Et donc, je dirais, voilà, le futur est incertain, la planète va mal, en plus, les humains détruisent la planète, sachez-le, je dirais frontalement. Après tout, pourquoi pas le présenter comme ça. Les humains détruisent la planète, donc stérilisez-vous pour sauver la planète. Voilà quelque chose que je recommanderais. Créer des brochures, l'enseigner dans les facs, idéalement, c'est dans les facs que vous avez les couples qui se forment, que vous avez les décisions futures de faire des bébés. Donc dans les facs, enseigner qu'il y a trop d'humains sur Terre et qu'il faut se stériliser pour la bonne cause. Créer des mouvements, financez-les, qui diront qu'il faut se stériliser pour que les gens se fassent des vasectomies et que les gens se stérilisent d'une façon générale. Mais après, vous pouvez stériliser les gens malgré eux. Ce qui serait bien, ce serait de dire, si vous avez convaincu les gens de se stériliser, mais ils savent qu'ils se sont stérilisés, ça c'est une fraction de la population. Vous pouvez aussi convaincre les gens de se stériliser en passant. Vous leur vendez une opération qui va les stériliser, mais dont c'est pas le but. C'est une autre opération. Il faudrait les stériliser en passant. Alors, il ne faudrait pas présenter ça comme stérilisation. Il faudrait présenter ça comme du soin. Ah oui, il faudrait utiliser des techniques à la Bernays. Bernays, il appelait les cigarettes les flambeaux de la liberté. Donc, c'est pas une tige à cancer, ce que c'est un flambeau de la liberté, vous comprenez ? Eh bien là, ça serait pas une stérilisation, ça serait un soin qui affirme quelque chose. Ça serait, voilà, je ferai un panel et je demanderais de noter tous les mots positifs dont on pourrait affubler cette stérilisation. Ce qu'elle est, fondamentalement, ce serait des jeunes qui perdraient leur capacité reproductive de façon définitive, mais qui le feraient spontanément. Alors vous auriez ceux qui le feraient à la fac parce qu'on leur aurait vendu l'idée qu'il faut le faire par bienveillance, et donc ils se stériliseraient de façon bienveillante, mais ils savent qu'ils se stérilisent. Et puis vous en auriez d'autres, vous leur vendriez une opération qui a pour conséquence de les stériliser, mais qui ne serait pas présentée comme ça, qui serait présentée comme autre chose, notamment comme un soin, par exemple, qui pourrait empêcher leur suicide. Ça serait, à mon avis, un plan tout à fait machiavélique et excellent, et avec une bonne campagne de com et des bons influenceurs, ça pourrait marcher. Je pense que ça pourrait marcher et ça aurait comme conséquence de stériliser une grande partie de la population mondiale. Donc là aussi, ça fonctionnerait. Donc voilà pour la stérilisation. Alors non, j'ai pas encore d'ailleurs tout dit sur la stérilisation. Il reste un autre levier. C'est l'immunostérilisation ou la stérilisation vaccinale. Par vaccin, ça existe. Donc ça a été utilisé pour le contrôle de population de renards, notamment dans les années début 2000. Mais c'est connu depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, vous injectez à une population animale dont vous voulez contrôler la taille, vous injectez un vaccin, un vecteur vaccinal, qui va leur faire produire des anticorps contre leurs propres gonades. Donc, leur faire détruire leurs propres testicules ou leurs propres ovaires. Vous avez d'autres variantes d'immunostérilisation, mais fondamentalement, l'immunostérilisation est cette famille de fonctions qui copie le modèle vaccinal pour castrer des populations animales, aussi bien les femelles que les mâles. Et ça marche très bien.
Ça marche extrêmement bien. L'immunostérilisation fonctionne à merveille. Elle a donné d'excellents résultats chez les renards, mais pas que. Et évidemment qu'elle fonctionnera chez l'humain, évidemment. Donc il faudrait, ça c'est un vecteur que je recommanderais aussi, immunostériliser les populations. Mais là pareil, faudrait pas le dire frontalement, parce que personne voudrait se stériliser, enfin pas personne. Ça serait pour ceux qui n'ont pas été convaincus par les brochures de castration bienveillante, stérilisation bienveillante, ceux qui n'ont pas été convaincus par les brochures et les méthodes d'influence de stérilisation en passant, avec ce soin qui vous empêche de vous suicider, donc c'est bien, c'est du soin, mais du coup vous êtes castré à la fin. Et ceux qui restent, et celles qui restent, il faudrait les stériliser sans qu'ils le sachent. Donc dans ce cas-là, parce que sinon personne prendrait une immunostérilisation délibérément, c'est ça qu'il faut comprendre. Ceux qui se sont stérilisés par bienveillance vont aller prendre un rendez-vous chez un chirurgien. Et bon, après, il n'y a pas la logistique aussi pour stériliser tout le monde comme ça. C'est ça le problème, il n'y a pas assez de chirurgiens pour faire des vasectomies à tout le monde. Même à la chaîne. Ceux qui se seraient stérilisés sous l'égide de cette idée d'un soin bienveillant, mais d'un soin vraiment qui vous protège, mais qui vous stérilise, ceux-là, ok, mais pareil, ce serait une castration chirurgicale. Les autres, il faudrait les stériliser sans qu'ils le sachent. Pour atteindre les objectifs qu'il faut atteindre, c'est ça qu'il faudrait. Donc, il faudrait une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Il n'y a pas d'autre solution. Il faudrait une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Si possible, en jouant sur les leviers de la bienveillance et de la solidarité. C'est pas quelque chose qu'il faudrait pas utiliser, mais ça devrait être présenté comme ça, mais il faudrait surtout pas dire que c'est une stérilisation. Surtout pas. Et pour ne pas dire que c'est une stérilisation, il faudrait que ça fonctionne lentement. Il faudrait que ce soit une immunostérilisation qui prendra effet sur une demi-douzaine d'années. Minimum, vous voyez, pour que vraiment la fécondité baisse, qu'on ait des femmes qui n'aient plus leurs règles ou qui aient leurs règles complètement déstructurées, complètement déréglées. Et puis des hommes, pareil, qui soient de plus en plus stériles avec leurs testicules qui produisent de moins en moins de spermatozoïdes. Mais pour pouvoir le dénier, parce que vous avez compris que le déni plausible est essentiel si vous voulez vraiment tuer 7 milliards de personnes, ou en tout cas faire en sorte que à l'horizon 2100, il n'y ait que 1,5 milliard de personnes sur Terre, il va falloir un déni plausible. Donc, si vous pratiquez l'immunostérilisation, l'immunovaccination, dont j'insiste, dont elle existe depuis longtemps et fonctionne très bien, il va falloir la cacher sous autre chose. Il va falloir avoir une excuse pour la pratiquer à si grande échelle et pour injecter des milliards de personnes, parce qu'il va falloir injecter, si vous voulez immunostériliser des milliards de personnes, il faut injecter tout le monde. Après, il y a plein de façons de faire ça en passant. Il y a des méthodes marketing, il y a des méthodes politiques, et puis il y aurait des méthodes technologiques qui seraient d'utiliser une immunostérilisation qui passerait par les muqueuses, qui serait inhalée ou qui passerait par des moustiques. Ça a existé aussi. On a fait des stratégies d'immunostérilisation avec des puces sur les lapins. Donc on pourrait faire ça, propager des vecteurs, des moustiques, des puces. Si jamais une première campagne d'immunostérilisation massive ne fonctionnait pas, eh bien, je parle par injection, là, physique, on pourrait envisager une campagne d'immunostérilisation massive qui, elle, utiliserait des vecteurs animaux dont le déni plausible serait total, puisque si c'est un moustique qui vous a piqué et que vous êtes stérile 6 ans plus tard, allez prouver que c'est à cause de ça, quoi. Pareil pour une puce. En sachant que c'est envisageable parce que vous avez en génétique animale, mais aussi chez les plantes, les transposons, qui sont donc des éléments qui peuvent se reproduire de nombreuses fois dans un génome. Et notamment, Barbara McClintock les avait étudiés dans le maïs, mais vous avez l'élément P chez la drosophile qui a été un transposon viral. C'est un transposon, je ne sais plus quand il est apparu, mais on l'a découvert, je crois, dans une population de drosophiles du Japon, et puis dans les années 40, si ma mémoire est bonne, et peu de temps après, 30 ans après, on l'a découvert partout. Toutes les populations de drosophiles en avaient cet élément P, c'est assez fou. Même des populations de drosophiles qui mangeaient des mangues pourries en Amazonie avaient cet élément P. Donc, c'est pas du tout inenvisageable de faire de la recherche pour qu'on ait une immunostérilisation qui pourrait avoir un effet viral, un effet de grande propagation, et qui utiliserait des vecteurs animaux. C'est tout à fait possible. Donc là, vous voyez, sur l'aspect baisse de la fécondité,
Vous avez les polluants endocriniens, les perturbateurs endocriniens. Vous avez donc dans l'eau les contraceptifs, le bisphénol A, etc. Donc il faudra encourager la consommation de produits qui contiennent ces perturbateurs endocriniens. Ensuite, augmenter l'exposition. Ensuite, vous auriez la castration bénévole volontaire. Vous auriez la castration en passant, la stérilisation en passant, où là vous avez trouvé une démarche pour stériliser les gens volontairement, mais pas par bienveillance, juste pour se sentir mieux dans leur peau, concrètement, ou en tout cas que ça ait cette conséquence-là. Et puis, ensuite, vous avez donc l'immunostérilisation à très grande échelle, et là, vous avez tout un monde, d'abord par injection physique, mais après par animaux, par inhalation, par exposition aux muqueuses, plein de choses comme ça. Mais bon, après, il faudrait quand même que vous ayez des morts quoi, excédentaires. C'est bien beau d'avoir de la stérilisation, c'est bien beau tout ça, mais au bout d'un moment, il faudrait qu'il y ait des morts. Même avant de passer à ça, j'oubliais, vous avez quand même la réduction de la fertilité par pression économique et sociale. Donc si vous ne pouvez pas avoir de maison, si le contrôle de vos conditions de vie a diminué, si le prix des loyers augmente, c'est des phénomènes sociologiques qui ont été observés, notamment au Japon et en Corée et en Chine. Alors en Chine, il y a eu la politique de l'enfant unique, mais même depuis qu'elle n'est plus là, le nombre d'enfants par femme, notamment à Hong Kong, il est très faible. Parce que quand vous vivez en ville, vous faites moins d'enfants. C'est connu. Donc il y a un autre levier que je recommanderais à mes clients, c'est de faire que plus de gens vivent en ville. Et dans des villes contrôlées. Des villes où vous êtes sous surveillance, où vous avez un crédit social, des villes où vous auriez une pression à ne pas avoir d'enfants qui serait assez évidente. Et où de toute façon, si vous aviez plus de 2 enfants par femme, même plus d'1 enfant par femme, eh bien vous seriez tellement puni, d'abord par la société elle-même, par vos voisins, le fait de vivre en ville. C'est à la campagne qu'on a beaucoup d'enfants, vous voyez. C'est quand on vit vraiment dans une ferme. Mais si vous vivez dans un petit appartement de Hong Kong ou dans un petit appartement de Shibuya à 30 000 $ le mètre carré, vous n'allez pas faire beaucoup d'enfants. Il n'y a même pas besoin de vous stériliser, etc. Vous n'allez pas faire beaucoup d'enfants. Vous allez faire un enfant par femme. Et c'est ce qu'on a vu avec la hausse du niveau de vie en Corée, au Japon et dans le delta de la rivière des Perles, donc Macao, Shenzhen, Hong Kong, etc. Et à Singapour, où le nombre d'enfants par femme est très faible. Donc voilà, une autre solution, c'est de créer des conditions. Donc la hausse des taux, interdire l'accès à la propriété, ou le rendre tellement inaccessible que c'est la même chose d'interdire soit de façon légale, soit de facto. Et dans ce cas-là, vous allez voir un nombre d'enfants par femme qui sera très faible de toute façon. Mais donc enfin, il va quand même falloir tuer des gens. Parce que bon, avoir plutôt que 400 000 naissances par jour, 200 000... c'est tous les moyens de stérilisation sociologiques, chimiques, chirurgicaux que je vous ai cités, ou immunostérilisation, donc vaccinale. Mais après, il va falloir tuer des gens. Si vous voulez en plus faire en sorte que ce ne soit pas 180 000, donc arrondissons à 200 000 humains qui meurent par jour, mais que ce soit 400 000, il va falloir doubler le nombre de morts dans une période où pourtant on a des moyens technologiques qui assurent notre survie. Donc il faudrait créer des morts excédentaires. Et les guerres ne sont pas la meilleure solution pour ça. Faire des milliards de morts, ce n'est pas avec une guerre que vous allez faire ça. Il va falloir autre chose. Là aussi, peut-être, il y aurait soit donc des virus mortels, mais là quand même ça risque, si votre objectif est de garder le pouvoir, c'est un peu dangereux, parce que ça peut créer des situations où vous ayez des révolutions, des révoltes dans les rues, etc. Donc non, il faudrait que vous ayez des morts avec un déni plausible. Et c'est ça que je recommanderais à mes clients aussi, des morts avec un déni plausible, une hausse des cancers, une hausse des accidents cardiaques, une hausse des AVC, une hausse des caillots de sang. Il faudrait que vous ayez une hausse de tout un tas de formes de mort différentes, si possible. Que ce soit donc cancer, caillots de sang, AVC, accidents cardiovasculaires généraux, myocardite, péricardite. Il faudrait que vous ayez une hausse des morts, donc ce qu'on appelle des morts excédentaires, qui soient imputables à autre chose, idéalement au changement climatique. Que vous puissiez dire c'est le changement climatique. Il fait chaud, donc il y a des décès, vous avez des gens qui meurent dans les champs parce que c'est le changement climatique. Idéalement, c'est ça que je recommanderais à mes clients. Je leur dirais, écoutez, faites en sorte que vous ayez au moins un doublement des morts excédentaires, au moins, mais peut-être plutôt un triplement, voire même une multiplication par 10. Mais pour faire ça, il faut que vous ayez impérativement un déni plausible, donc que vous ayez une hausse des cancers, en tout cas que l'espérance de vie à la naissance baisse, mais que ce soit certainement à cause du changement climatique. Mais il faudrait trouver une méthode pour empoisonner suffisamment les gens pour qu'ils aient une hausse des péricardites, des myocardites et des caillots de sang, etc. Et idéalement, il faudrait que ce soit leur propre corps qui produise le poison. Ça, c'est le plus important. Il faudrait impérativement que ce soit leur propre corps qui produise le poison.
Parce que sinon, ce ne serait pas contrôlable suffisamment. Là, il faut que ce soit l'énergie elle-même, le métabolisme lui-même des humains qui va les exterminer. Voilà, ça, c'est la solution, situation idéale. Donc voilà, si jamais j'avais voulu être multimilliardaire, c'est ça que j'aurais recommandé à mes clients, ou en tout cas multimillionnaires. Si j'avais voulu qu'ils fassent la promotion de mes livres et qu'ils me fassent passer dans les grands médias et me représentent comme quelqu'un qui sert à la cause de l'humanité, voilà ce que j'aurais fait, en effet. J'aurais recommandé tous ces leviers, sans doute y en a-t-il d'autres, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous en voyez d'autres, pour faire en sorte qu'il y ait au moins 400 000, si possible 1 million, de personnes qui meurent par jour sur Terre, et qu'il y ait beaucoup moins que 200 000 naissances par jour. Et vous voyez que ce ne sont pas les leviers qui manquent. Mais bon, tout ça n'est qu'une simulation, bien entendu. Et vous vous doutez bien que ce que je vous raconte ne se produira jamais, n'est-ce pas? What do you see as the biggest challenges in conservation? The growing human population. Because if where we are, there's nothing else. And do you have views about what should be done about that? Can't you guess? We cannot hide away from human population growth because, you know, it underlies so many of the other problems. All these things we talk about wouldn't be a problem if there was the size of population that there was 500 years ago. So we're going to have 1 billion people, and we're now at 7, so we have to get back down. I hope that this can be slow, relatively slow, and that it can be done in a way which is relatively equal. We've got to stabilize the population. When I was born, there were what's wrong with the population? I mean, there were too many people. At the time when the New World Order was enunciated, the population of this world was only 3 billion. The intention was to reduce it to 1 billion.